Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Et très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux tous les soirs pour votre émission quotidienne sur l'actualité au Cameroun. Une actualité qui intéresse le grand public d'ici et d'ailleurs. Ce soir, nous rendrons un vibrant hommage à ce grand homme politique qui s'en est allé hier, Paul Éric Kingé, maire de la commune de Ndjombe-Penja, dans la région du littoral à Douala, qui est décédé des suites de courtes maladies. Il était d'ailleurs vice-président des communes et villes unies du Cameroun. Ce soir, on parle de lui dans le cadre de cette émission. Et puis on va aller du côté du Parlement camerounais. Les questions sécuritaires intéressent les parlementaires. D'ailleurs, à cette occasion, s'est tenue ce jour une séance de travail avec le très honorable Kabaye Guédibril sur les conditions, les conditions idoines pour une meilleure sécurité sur nos principaux axes routiers au Cameroun afin de réduire substantiellement le nombre des accidents de la circulation sur les principaux axes du Cameroun. En tout cas, là-bas, on a parlé de la responsabilité des administrations camerounaises, tant au niveau des transports que ceux qui gèrent le pays au niveau de l'administration centrale. Sous-préfets, préfets sont également interpellés et ils doivent véritablement faire leur travail. Et puis, on évoquera la question interne aux partis politiques de l'opposition ces derniers temps, c'est vrai. Dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on parle beaucoup de Messanga Nyamding, affecté dans le septentrion du Cameroun. Ça fait bouger depuis le début de la semaine. Et puis on va également parler des autres formations politiques de l'opposition au Cameroun, le cas du Social Democratic Front, ces batailles ouvertes entre Joshua aussi et Jean-Michel Nitieux, lui qui a exclu Joshua aussi de sa formation politique. En tout cas, il est président régional du SDF. On essaiera de voir ensemble est-ce que sa sanction a véritablement une portée lorsqu'on sait que Joshua aussi est vice-président national du Social Democratic Front. On n'oubliera pas de parler du PCAN à la lumière de ces derniers événements à Ezeka, le sous-préfet de la localité est intervenu pour qu'il y ait plus de consensus au sein de cette formation politique et qu'il n'y ait pas de décisions prises de manière arbitraire. Et puis nous irons dans la région du littoral où nous attend Stéphane Zesse pour l'entame de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir choisi Camdis TV. Et nous allons faire exception pour la relance de cette émission cette semaine. On va dans la région du littoral, à Douala, retrouver Stéphane Zesse. Avec lui, on parle de la dernière actualité dans cette capitale économique du Cameroun et naturellement, le regard apporté sur la disparition du maire de Ndjombe-Penja qui a tout de même beaucoup de supporters et de sympathisants dans la ville de Douala. Bonsoir Stéphane et bienvenue. Bonsoir Serge Bondier, bonsoir à tous vos panélistes. C'est une région du littoral dans l'émoi et dans la consternation. Paul Éric Kingé est parti et il sera inhumé, comme vous le savez, certainement déjà mercredi prochain. Paul Éric Kingé qui, selon les informations que nous avons, est décédé de suite de Covid-19. Il était malade depuis plus de 2 semaines. Ça, ce sont les informations que nous avons du fait de ses proches, la famille et autres, parce que, bien évidemment, nous n'avons pas eu accès à son dossier médical. Paul Éric Kingé, qui, comme vous le savez, était maire de la commune de Ndjombe-Penja, pas que. Paul Éric Kingé, qui aura marqué l'attention des Camerounais par sa participation à l'élection présidentielle de 2018, je veux dire, aux côtés de Maurice Kamto. Paul Éric Kingé qui était le patron de la campagne, le chef de la campagne politique de Maurice Kamto, le directeur de campagne donc de ce candidat à la présidentielle là donc. Paul Éric Kingé qui est également chef d'entreprise, chef d'une chaîne de télévision qui émet sur le web et d'autres entreprises également dont il était le patron. Paul Éric Kingé qu'on ne saurait présenter dans toutes ses coutures ici puisque vous l'aurez connu, vous l'avez vu, il part vraiment dans un contexte difficile, vraiment de manière à surprendre tout le monde. Ils sont encore très nombreux qui n'arrivent pas à réaliser jusqu'à cet instant que le très virevoltant maire de Ndjombe-Penja ne sera plus. Ils sont encore très nombreux qui
du côté au niveau de sa concession, de la concession familiale, du côté de Djombe, qui se pose encore la question de savoir si effectivement monsieur le maire, qui avait tellement de projets pour la commune, ne sera encore là ou ne sera plus. Vous savez, parmi ces projets-là, il y a la construction de la grande mairie de Djombe Penja, dont l'architecture était déjà présentée, la maquette, je veux dire, était déjà présentée. Un certain nombre d'éléments étaient déjà présentés. Il y avait d'autres projets pour le développement de cette ville-là. Vous avez suivi ces combats pour une véritable décentralisation de différentes communes, lui qui soutenait tous les autres maires, qui luttaient véritablement pour qu'il y ait une réelle décentralisation. Paul-Henri Kingué, malheureusement, n'est plus. Et toute la ville de Douala, quels que soient les acteurs politiques, quels que soient les partis politiques, tous sont dans la consternation, parce que même pour les responsables du RDPC, Paul-Henri Kingué était un véritable challenger. C'était quelqu'un avec qui on aimait bien discuter, quelqu'un qu'on aimait rencontrer et échanger, avec qui on aimait échanger sur un certain nombre de sujets. Donc c'est toujours difficile, jusqu'à l'instant même ils sont encore très nombreux qui n'arrivent pas à réaliser que Paul-Henri Kingué est finalement parti. Je parlais des hommes politiques, il y a également les hommes de médias. Il était très ami de médias, je me disais. Il est patron de médias lui-même, c'est quelque chose qu'on ne disait pas très souvent. Patron de médias, ami de médias. Sur la place de Douala, tous les hommes de médias sont pratiquement là, puisque lorsque vous vouliez avoir Paul-Henri Kingué, il suffisait de décrocher le téléphone et il était disponible, toujours prêt à répondre à vos questions, toujours prêt à réagir sur l'actualité. Quand il avait un peu de temps, quand il était sur Douala, puisqu'il avait une autre résidence sur Yaoundé, il était toujours prompt à venir sur les plateaux pour échanger, discuter de sujets politiques, des sujets liés à l'actualité, des sujets qui intéressent les Camerounais. Et voilà, c'est donc la voix un tout petit peu étranglée, vous le constatez également, que nous regrettons le départ de Paul-Henri Kingué, même s'il faut le dire aussi, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire une lecture du parcours d'une personnalité lorsqu'on est encore dans ces moments aussi douloureux. Mais il faut reconnaître quand même que le parcours de Paul-Henri Kingué n'aura pas été aussi sain que cela, puisque il aura été interpellé pour un certain nombre de griefs dans ces discussions avec les plantations du Penja. Même si tout s'est arrangé, il y a eu d'autres situations sur lesquelles on n'a pas été totalement d'accord avec lui. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que nous sommes dans l'instant de regret, dans l'instant de la consternation, dans l'instant du deuil. On va faire le deuil de Paul-Henri Kingué d'abord, avant certainement de revenir sur toute cette riche carrière politique qu'il laisse derrière lui, et tout cet héritage politique également qu'il laisse au Camerounais. Merci pour ces observations sur l'ancien maire de Djombe Penja, qui a été plusieurs fois incarcéré du côté de la prison centrale de Douala et naturellement du côté de Yaoundé aussi à Kondengui, où il a passé quelques temps, pratiquement 9 mois, aux côtés du professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'ailleurs, pour l'élection présidentielle de 2018, il a assisté comme étant son directeur de campagne pour l'occasion. Merci pour ce câble depuis Douala. On va revenir à vous dans la suite de cette émission. Le temps pour nous d'accueillir nos invités qui nous ont retrouvés depuis quelques temps, avec lesquels on échange sur ces questions. Benjamin Jules Boum, bonsoir et bienvenue, militant du PCRN jusqu'aux ongles, au bout des ongles. Bonsoir. Je voudrais saluer ici tous vos téléspectateurs et en particulier les militants du PCRN et la région du centre en général qui s'est retrouvée samedi dernier
dans le cadre de la remobilisation. Justement, j'en arrivais, mais vous y êtes déjà. Oui. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette mobilisation? On a écouté beaucoup le président Cabral, qui a fait quand même un rappel à l'ordre, qui a fait des observations au niveau des dérives observées dans le mouvement, donc dans la gestion du parti politique dans quelques localités du Cameroun. Oui, le président Cabral a davantage été sur le plan de l'idéologie du parti. Il a rappelé les principaux axes et les principaux objectifs à atteindre. Mais nous avons revu le militantisme et nous avons revu les procédures administratives, les procédures judiciaires et élémentaires au niveau des structures de base. Et nous avons fixé les objectifs de 2021 qui sont de toucher tous les villages de la région du centre. Pas nécessairement du centre, aussi des autres régions du Cameroun. Nous étions dans la région du centre. Il fallait sensibiliser davantage. C'est la région du centre qui était en atelier. Tout à fait. Et les autres régions vont prendre le relais pour reproduire cette même cérémonie. On en parlera encore. Une autre thématique également va nous permettre de revenir sur ces différents partis politiques, ces batailles intestines qui ne favorisent pas cette émulation forcée pour certains, dont l'éclosion du parti politique. L'essentiel étant naturellement d'apporter ce dont les Camerounais ont besoin pour leur devenir. Je reste avec vous parce qu'on parle d'un très grand homme politique. D'ailleurs, un hommage a été rendu sur la page Facebook du président Cabral Libik qui craint la disparition de ces hommes politiques ces derniers temps. Paul-Éric Kingué étant d'ailleurs quelqu'un avec qui il a partagé des choses assez intéressantes sur le plan politique et puis une visée de manière assez forte. Quel regard, quelle observation alors et quel souvenir gardez-vous, vous qui l'avez aussi forcément connu, gardez-vous de ce grand homme politique qui est allé, qui est parti à 56 ans, laissant derrière lui toute une riche famille, des populations éplorées dont la région du littoral, précisément dans le département du Mungo. Djombe Pendia est désormais une ville orpheline de son père, parce que là-bas, tout le monde aimait bien Paul-Éric Kingué, qui avait des projets assez forts et ambitieux pour sa localité. Je voulais dire que Paul-Éric Kingué, c'est 2008 pour moi. Je le découvre en 2008. Lorsqu'il pose les problèmes fondamentaux de l'économie camerounaise, la dépendance du paiement des impôts des grandes entreprises et puis de la gestion au quotidien de la mairie. Paul-Éric Kingué, je le découvre comme étant un homme atypique, un homme politique atypique, courageux, qui savait où il allait. Il avait des objectifs clairs. Ces derniers temps, sa bataille était de conduire la décentralisation à la réalité. Et je crois que dans cette bataille, il a essayé de rassembler tous ceux qui étaient dans cette perspective-là. Le PCRN est dans cette perspective, donc c'était un allié. Et quand vous entrez, je ne cache pas un secret, quand vous entrez dans notre QG à Yaoundé, vous trouvez la photo, il y en avait même deux, jusqu'à tout récemment. Vous trouvez la photo de Paul-Éric Kingué avec notre leader et le maire des ECA. Cela montre vraiment la sympathie qu'il y avait, la proximité qu'il y avait entre nous et lui. Et nous croyons que le Cameroun, en général, a perdu un grand homme. La sphère politique camerounaise. Parce que Paul-Éric Kingué était énergique. Il avait une énergie que nous ne trouvons pas. Il avait une conviction et il avait une intelligence politique qui lui permettait de dénicher les points les plus cachés. Vous savez, le RDPC s'est toujours caché des tentacules, des pièges quelque part. Et il avait cette intelligence d'aller fouiller jusqu'au fond. Et nous lui reconnaissons cela parce que nous pensons que l'homme politique aujourd'hui n'est plus celui qui s'assied et qui accuse. C'est celui qui combat. Parce que, mine de rien, nous avons trouvé un système qui est installé. Ceux qui le gèrent peut-être pensent le construire, mais en réalité, ils sont gérés par le système. Et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts pour améliorer, pour changer ce système, et afin que les Camerounais bénéficient de leurs travaux. C'est très important, la construction nationale, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau qui perd son leader. Mais est-ce que cette formation politique va-t-elle résister à la disparition de son leader? En tout cas, ceux qui sont sur le terrain politique et ceux qui ont compris les ambitions, les objectifs poursuivis par Paul-Éric Kingué. D'ailleurs, on a vu l'une des batailles menées ces derniers temps pour le développement économique de sa localité en défendant la carrière de ce côté-là. D'ailleurs,
il avait l'occasion de Djungo Route, voilà. Donc, du côté de Djungo Route, il y avait une carrière là-bas qu'il indiquait clairement que les retombées de cette carrière pouvaient permettre de construire des écoles, disons des bâtiments, des salles, des bâtiments abritant certaines salles de classe pour les élèves qui vont aller apprendre là-bas. Également, construire alors le reprofilage des voies secondaires et pourquoi pas des micro-projets à monter dans la localité de Njombe Pendia. C'était des projets assez ambitieux, assez forts. Et puis la construction d'un grand marché, hein, ça ne manquait pas dans ces projets. Merci Benjamin d'être avec nous ce soir. Le temps d'accueillir le docteur Emmanuel Désiré à Tangana, observateur de la scène politique. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur Serge Bondier, mes amitiés à la charmante équipe qui nous accompagne cet après-midi. Je n'oublie pas de saluer le panel aussi riche et diversifié et surtout les millions, voire les centaines de millions de téléspectateurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde entier. Merci docteur. En tout cas, le plaisir est le nôtre de vous avoir parmi nos invités ce soir. La question pour nous, c'est quelle observation, quel souvenir gardez-vous de ce grand homme politique qui s'en est allé, on peut dire à la fleur de l'âge parce qu'il était encore très jeune, il avait beaucoup à donner, donc décédé des suites de courtes maladies. On peut garder de lui un souvenir assez profond d'un homme respectueux, ambitieux, mais qui avait des projets démesurés, peut-être aussi dans ce sens. Oui, j'ai du mal à conjuguer le verbe en imparfait. Nous pouvons garder en fait, l'homme physique parti parce que à la réalité, il relève à la postérité de garder ce patrimoine pour le conduire à la postérité, ce legs qu'il laisse à la jeunesse camerounaise. Nous gardons justement du leader politique Paul-Éric Kingué, un homme qui a su comprendre et capitaliser les enjeux de la décentralisation à l'ère justement de la constitution de 18 janvier 1996. En fait, quand on parle de constitution, on parle ici de la révision constitutionnelle, où il a su comprendre que l'enjeu se trouvait au niveau de la proximité qui liait ou qui lie les collectivités locales au pouvoir de décision. Pouvoir de décision étant ici interpellé en termes d'intermédiaire entre les populations locales et le pouvoir central. Paul-Éric Kingué l'a si bien compris depuis l'élection présidentielle de 2018, où il a su allier opposition et contre-opposition. Opposition dans la mesure où il a été justement le directeur de campagne du parti ou alors du leader qui est arrivé second à l'élection présidentielle de 2018, et opposition dans la mesure où il a su comprendre qu'on pouvait se démarquer d'une position partisane à une position de logique pour pouvoir s'affirmer devant les populations. Mais justement, cette manière de procéder et de faire sur le plan politique a souvent inquiété plus d'un observateur, hein, qu'il soit à l'allié hier du professeur Maurice Kamto, étant même son directeur de campagne, même si les raisons profondes ont été trouvées à travers des conventions, alors des contrats ou des négociations qui auraient été passées entre lui et le professeur Maurice Kamto, parce qu'il venait aussi avec sa formation politique. Comment comprendre ce revirement de situation à 360 degrés à l'approche des municipales? D'ailleurs, il avait indiqué qu'il ne voudrait même pas voir un seul militant du MRC dans sa localité. Il n'a jamais été l'allié du professeur Maurice Kamto. Il a été l'allié du MRC. C'est pour ça que nous avons parlé d'une position partisane et une position de logique dans une dynamique où c'est le MRC qui place le professeur Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle 2018 et Paul-Éric Kingué s'allie justement à cette idéologie pour encenser un homme qui est conduit par une idéologie partisane. Et il va se raviser lorsqu'il va comprendre qu'il y a un démarquage entre l'idéologie supposée démarquée ou prônée avec l'homme, professeur Maurice Kamto, pour s'affirmer lui en tant que leader politique. Et c'est pour cela qu'il va se démarquer cette idéologie dès 2018, dès 2019, à laquelle il sort justement des girons de Géol de Koningui et va capitaliser les chances qui lui restent pour pouvoir justement briguer à la mairie de Djombe Mpeda.
s'il était resté affidé à Maurice Kamto, il n'aurait jamais accepté participer à des élections municipales. Mais sauf que la scission a été brutale, disons la séparation entre les deux hommes a été brutale, et Paul-Éric Kingué en avait après les militants du MRC, hein, on lisait ses réactions sur les réseaux sociaux, et également il n'était pas tendre à l'endroit, même si d'aucuns vous estimez d'ailleurs qu'il n'était pas l'allié du professeur Maurice Kamto, mais il était l'allié du MRC, mais sauf qu'il n'était pas tendre à l'endroit du professeur, il avait des réactions qui ne permettait pas de comprendre grand-chose entre les deux hommes. Est-ce qu'il y a un deal qui a mal tourné? Est-ce que derrière cela, il y a eu des accords qui ont été passés mais qui n'ont pas été respectés dans un camp comme dans l'autre? Dans tout accord politique, il y a toujours des compromissions. Des compromissions et justement qui amènent toujours les leaders de partis politiques à s'asseoir autour d'une table pour définir une conduite à tenir ou alors une idéologie commune. Dans le cas d'espèce, il ressort justement qu'après justement l'incarcération de X, de Y accouplé de Z, les idéologies ont tourné en ville. Pour d'aucuns ont décidé justement d'évoluer cavalier seul, parmi lesquels justement le professeur, parmi lesquels Paul-Éric Kingué, qui va justement aller à l'encontre du pied du professeur Maurice Kamto à la veille des élections législatives et municipales. Lorsque le professeur Maurice Kamto décide justement que le MSC n'ira pas aux élections législatives et municipales, M. Éric Paul Kingué va conduire son parti politique et va briguer justement la tête justement de la mairie de Njombe Penja. Tête qu'il a su conduire jusqu'au 22 mars 2021, où malheureusement il a perdu justement sa vie. Pour amener tout simplement à comprendre... Et pour sortir, qu'est-ce qu'on retient de l'homme? Nous retenons de l'homme que c'est un homme politique qui a su comprendre justement les enjeux de la décentralisation et qui a su donner un souffle nouveau, c'est l'expression que je cherchais depuis longtemps, à la jeunesse camerounaise, pour amener le jeune Camerounais à comprendre que l'enjeu n'est plus au niveau de l'administration centrale, mais tout se joue au niveau des collectivités locales, et où le maire doit être davantage compétent et l'exécutif local proche des populations pour davantage manifester sa légitimité. Et c'est ce qui amène aujourd'hui les populations de Njombe Penja, parti d'opposition ou non, à adhérer à une forte adhésion qui amène le cas à penser, et nous sommes d'accord aussi, que Paul-Éric Kingué a été un grand homme politique. Un grand homme politique pour le Cameroun. Un vibrant hommage lui a été rendu par d'autres leaders politiques au Cameroun. En tout cas, sur le plan de l'éducation, il avait une œuvre assez immense. School TV était un projet qu'il avait mis sur pied avec l'appui des pouvoirs publics. D'ailleurs, le chef de l'État, de manière particulière, a soutenu ce projet. Paul-Éric Kingué l'a révélé sur les réseaux sociaux et même dans les médias de manière assez forte pour indiquer que le chef de l'État soutient des opérations qui visent à porter très haut la jeunesse camerounaise. Lorsqu'on sait encore que School TV, c'était la promotion de l'école, l'éducation, sous tous ses couverts, tant en langue française qu'en langue anglaise. Également, plusieurs disciplines y étaient enseignées. Est-ce que le projet en lui-même survivra au départ de l'homme? La question reste fondamentalement posée. Est-ce que les pouvoirs publics vont soutenir et tenir ce projet qui est porteur d'espoir? Benjamin, on sort de la question relative à la disparition de Paul-Éric Kingué. Finalement, c'est un grand homme qui a laissé un très grand vide pour Njombe Penja et qui n'avait pas sa langue dans la poche, même si cela lui a valu à plus d'une reprise la prison. Il est parti, c'est un grand vide qui reste. Est-ce que la décentralisation finalement aura peut-être un autre, disons quelqu'un d'autre qui va s'y intéresser de manière forte, comme lui le faisait d'ailleurs? Il parlait de ces décentralisations-là, il voulait qu'il y ait l'implémentation à tous les coups, alors que de l'autre côté, on parlait d'une construction progressive et qu'on prenne du temps pour que la décentralisation soit effective au Cameroun. Est-ce qu'au niveau de son parti politique, quand vous regardez tous les jeunes en Njombe Penja qui l'entourent, quand vous regardez ses adjoints au niveau de la mairie, c'est vrai qu'il était carrément, il avait des positions tranchées quand il s'agissait des décisions administratives qui ne rencontraient pas l'adhésion et des populations et le bien-être de ses administrés. Est-ce que vous pensez que dans sa formation politique, il y aura des jeunes qui seront à même de porter ce projet, même s'ils n'auront pas la même carrure ou alors le même charisme que présentait Paul-Éric Kingué? Je crois que c'est un combat qui doit être national, qui doit traverser tous les partis politiques.
Parce que la décentralisation dont rêvait Paul-Éric Nguyen ne pouvait pas s'arrêter en Djobo-Pindia. C'est pour cela qu'il faisait des alliances. C'est pour cela qu'il allait de mairie en mairie pour convaincre, aider aussi les autres à résoudre leurs problèmes. Le PCRN doit s'engager dans ce combat de la décentralisation par la qualité du service communal. Et d'autres partis, je crois que le RDPC devrait s'engager parce que notre développement en dépend. Si elle n'est pas effective, la décentralisation, forcément nous allons continuer de tourner en rond. Paul-Éric Nguyen, c'est... En tout cas, il a été comme une boussole pour certains. Il a quand même ouvert certains chemins escarpés, une voie assez difficilement carrossable vers la décentralisation, lorsqu'on sait encore qu'il y a des barrières qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Question de contrôler aussi à travers l'administration centrale, les gouverneurs, les préfets sont encore en place, les sous-préfets, ils continuent de faire leur travail, peut-être pour avoir un autre regard dans la gestion des affaires publiques. Question de mettre aussi le pied à l'étrier de ces nouveaux administrateurs, parce que beaucoup de maires qui ont été élus n'ont jamais géré dans le cadre de la décentralisation. Il faudra qu'on y aille tout doucement. Peut-être c'est aussi ça l'une des perspectives qui permettra de comprendre davantage le rôle des maires qui doivent se mettre à l'école de la décentralisation. De toute façon, Paul-Éric Nguyen avait déjà géré une mairie. Et dans les mairies, il y a des secrétaires généraux qui sont formés, qui sont généralement expérimentés, ils sont nommés par l'administration. Et sur 2018, je voudrais revenir un peu sur le combat de Paul-Éric Nguyen. Je crois que il n'y a pas eu rupture avec Maurice Kamto. Paul-Éric Nguyen ne va pas être absorbé par la dynamique de Maurice Kamto. Il va conquérir le pouvoir. Et une fois que le pouvoir n'est pas conquis, qu'il comprend que le pouvoir n'a pas été conquis, il retourne à ses activités, c'est-à-dire un homme politique qui va conquérir la mairie. Il est très logique dans sa démarche. Il veut le pouvoir central, il ne peut pas le conquérir, il rentre chercher sa mairie. Et il a démontré par là qu'il n'était pas un homme léger, qu'il était un homme politique, qu'il avait un poids politique. En allant reconquérir ses militants, il a démontré qu'il avait un poids politique. Et je crois qu'il aurait pu aller au-delà de Djobo-Pindia. Il aurait pu étendre sa formation politique, il aurait pu, avec des alliances, avoir un peu plus. Malheureusement, le sort en a voulu autrement. Merci, merci chers panélistes de rester avec nous sur Cam10 TV. C'était l'hommage rendu à ce grand homme politique qui est parti. En tout cas, personnellement, je garde un très grand souvenir de Paul-Éric Nguyen lorsqu'on revient sur les émeutes de 2008, qui étaient dites les émeutes de la faim, alors qu'on s'attendait à l'élargissement du panier de la ménagère. C'était très difficile à cette époque-là. On parlait encore de ces jeunes-là qui avaient confiance en ces partis politiques, notamment le SDF à l'époque, qui avait fait un travail aussi acceptable, et même d'autres formations politiques, mais sauf que le combat n'était pas au niveau du renversement du régime de Yaoundé, mais de savoir que proposent les formations politiques pour que le Cameroun reste dans la ligne de la prospérité et que le Cameroun véritablement s'engage vers les voies de l'émergence telles que fixées par le chef de l'État du Cameroun. L'horizon est pour 2035. À cette époque, les jeunes ont écouté, mais Paul-Éric Nguyen avait été condamné. On parle d'un détournement d'ailleurs dans la mairie de 4 millions et poussières de francs CFA, aussi pour ses agissements vis-à-vis de la PHP, plantation de Haut-Pindia, du côté du département du Mungo, qui, à cette occasion, était contre les conditions drastiques des populations, disons des travailleurs dans ces plantations, qui ne gagnaient toujours véritablement pas le pain. Donc, leur travail était un travail assez pris à la légère, ils n'étaient pas rémunérés comme cela se devait, et puis relevait aussi d'autre part que la mairie pedait beaucoup d'argent en termes d'impôts à reverser dans ces caisses par cette entreprise qui est véritablement installée dans cette partie du Cameroun. En tout cas, l'hommage de ce soir était de voir le charisme d'un homme politique ancré dans les valeurs républicaines, mais qui voudrait la justice et que le Cameroun en profite davantage. Merci de nous rester fidèles. On va évoluer dans cette émission ce soir avec la deuxième thématique. On va parler des questions sécuritaires au niveau de l'Assemblée nationale du Cameroun. Le très honorable Kabaye Guédibril a présidé une réunion dans ce sens avec ses proches collaborateurs. Des résolutions, alors des points forts ont été abordés, allant dans le sens d'établir la responsabilité des autorités administratives locales et de leur demander véritablement
de prendre à main leurs responsabilités en imposant surtout les mesures barrières et d'être plus strictes. C'est une disposition qui amène le ministre camerounais des Transports à renforcer davantage ces décisions qui ont été prises pour l'occasion. Si on vous attrape dans un véhicule de transport en commun, sans cache-nez et autres, cela est valable pour des sanctions, on pourrait aller jusqu'au retrait du permis de conduire. Docteur Emmanuel Désiré à Tangana, on parle des questions sécuritaires. Comment les mener sur le terrain alors que nous sommes frappés par la pandémie du siècle, la Covid-19, qui sévit dans les 10 régions du Cameroun. Pour l'instant, on a encore observé, enregistré ces derniers temps, les accidents de la circulation sur nos principaux axes routiers, alors que le Parlement camerounais s'intéresse à ces questions névralgiques. Est-ce que davantage les Camerounais, au niveau de ceux qui empruntent ces engins de transport, pour ne pas dire ces engins de la mort, dont la nuit, à des heures très tardives de la soirée, et qui font de très longs axes routiers partant de la région de l'Ouest et même pour le littoral, donc on parle parfois même de l'Ouest pour l'Est du Cameroun, c'est très compliqué. Résultat des courses, quand c'est mal fait et quand c'est mal régulé, ce sont des accidents de la circulation qui permettent ou alors qui mettent sur le carreau plusieurs morts, sans oublier les dégâts matériels importants. Est-ce que la campagne de sensibilisation doit-elle être accentuée également au niveau des mesures barrières? Comment peut-on laisser circuler ces personnes en surcharge et même ceux qui ne respectent pas les mesures barrières et traverser justement les barrières de police et de gendarmerie sur le terrain? Nous pensons que l'État du Cameroun est un État de droit. Au regard justement de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, l'État a su, si vous préférez la Constitution camerounaise, a su définir les 3 pouvoirs du Cameroun, que sont le législatif, le judiciaire et bien évidemment l'exécutif qui est chargé de l'application des lois. Dans le cas d'espèce, il ressort que le Parlement qui manifeste davantage le monopole de la légalité avec l'exécutif prend un certain nombre de mesures pour que l'exécutif puisse justement contraindre et davantage définir un cadre légal pour pouvoir protéger un droit qui est davantage consacré dans le premier constitution, le droit à la santé, donne davantage la possibilité à l'exécutif d'agir au travers des décrets et des ordonnances pour que le droit à la santé soit préservé. Dans le cas d'espèce, il ressort tout simplement que la pandémie due au Covid-19 amène tout simplement les pouvoirs publics, pas seulement camerounais et même du monde entier, à redéfinir un peu le cadre légal et pourquoi pas le cadre institutionnel pour davantage, sous la trilogie, préserver ce droit qui, à mon sens, devient justement un droit fondamentalement consacré au regard des dispositions qui sont consacrées dans la Charte des Nations Unies de 1948. Il ressort tout simplement qu'au regard de la sortie du président des chambres et du Sénat et de l'Assemblée nationale, que la balle est donc donnée au ministère technique de pouvoir jouer le rôle afin que les Camerounais puissent donc se retrouver. C'est la raison pour laquelle le ministre des Transports a davantage rappelé à l'ordre un principe régalien qui va à l'encontre de ce qu'on a tous reconnu, qui n'est que la tolérance administrative, qui donne la possibilité justement aux Camerounais et pourquoi pas aux autorités publiques et même à ceux-là qui ont le monopole d'initiation dans l'entreprise privée de pouvoir jouer le rôle. Mais justement, est-ce que le relâchement, peut-être on peut considérer que le relâchement est individuel, parce que les Camerounais, vous regardez, on a sensibilisé pendant longtemps, vous allez regarder dans les snack bars, les gargotes et autres, ils sont assis sans tenir compte du masque, mais ils s'en foutent, alors que les pouvoirs publics sont assez pointilleux sur la question relative au respect des mesures barrières. Est-ce que ça ne commence pas par là? Est-ce qu'on va utiliser un fouet pour demander aux gens? On a vu sur les réseaux sociaux dans d'autres pays, quand vous ne portez pas un masque, vous passez devant un policier, il a le droit de vous fesser correctement. Je veux dire, même c'est 2 ou 3 coups de matraque pour que vous essayez de sortir ce masque et de le porter. Tout a été consacré au sortir. Lorsque le Premier ministre a fait sa descente en mars 2020, où justement on a eu à spécifier un certain nombre de mesures
des mesures qui touchent davantage au portefeuille des populations camerounaises. Tout le monde sait qu'au Cameroun, lorsque on vous attrape, je parle là en jargon camerounais, lorsque un policier vous attrape en flagrant délit de l'absence de port de masque, j'ai dit absence de port de masque, ça dit vous ne l'avez même pas, vous êtes passible bien évidemment d'une amende de 6 000 francs CFA. Et lorsque vous êtes attrapé en flagrant délit de l'absence corporelle, en fait, la salle de port de marque, vous êtes passible d'une amende de 2 000 francs CFA. Mais ça ne se ressent pas sur le terrain. Hein? Non, c'est parce que justement on a laissé manifester davantage la tolérance administrative jusqu'en date du 31 décembre 2020, date à laquelle on a constaté une certaine résurgence justement de la pandémie liée au Covid-19. Et les pouvoirs publics ont donc décidé de prendre davantage le taureau par les cornes pour contraindre les Camerounais à passer dans la dimension justement de la phase justement qui était beaucoup plus tolérante à une dynamique beaucoup plus répressive, où on va davantage toucher les Camerounais. Ce n'est pas le souhait du Camerounais lambda que je suis, c'est-à-dire toucher au portefeuille des Camerounais, mais davantage à une dimension beaucoup plus éducative pour amener les Camerounais à comprendre que le code pénal camerounais même consacre un principe de droit qui pourrait amener un Camerounais à être condamné lorsque celui-là sera vecteur volontaire justement vecteur de transmission volontaire de maladie d'un citoyen lambda à un citoyen autre. Donc vous comprendrez que les pouvoirs publics camerounais ont en leur main un certain nombre de batteries qui peuvent amener les Camerounais tiers ou lambda à pouvoir obéir à la réglementation qui a été fixée. Donc nous demandons tout simplement, avec l'apport, avec votre appui, bien évidemment les hommes de médias aux Camerounais, de pouvoir justement respecter les mesures qui sont édictées par les pouvoirs publics camerounais, afin qu'ensemble, que nous puissions lutter contre la résurgence de ces maladies et préserver un droit fondamental. Et éviter la contamination. Préserver un droit fondamental qui est d'abord le droit à la santé. Et quand vous aurez compris qu'on préserve le droit à la santé, on va justement éviter le droit à la contagion, ou alors l'exception du droit. Et on évitera aussi la propagation de la pandémie, hein, afin que les Camerounais recouvrent progressivement leur santé. Avant d'aller dans la région du littoral, prendre Stéphane Zesse, Benjamin, est-ce que finalement les campagnes de sensibilisation qui sont menées pour renseigner les Camerounais sur la virulence de cette pandémie, de ce virus-là, on sait également qu'il y a un autre virus type très dangereux qui a été découvert en France, c'est le variant breton, qui est invisible, mais vous allez à l'hôpital, on fait un check, vous n'avez pas de virus, vous n'êtes pas contaminé, mais vous faites toujours les mêmes symptômes que celui qui a un virus. Est-ce que celui-là qui est plus dangereux ne permet pas davantage de sensibiliser les uns les autres? À votre avis, pourquoi les Camerounais sont réfractaires, il faut le dire, hein, des mesures barrières, sont également réfractaires au changement dans leurs conditions de vie, parce que vous verrez toujours les mêmes gens dans les mêmes bars, pratiquement aux mêmes heures, tous les jours, et ingurgitant le même nombre de litres de bière, sans tenir compte de ce que les mesures barrières doivent être respectées, le port du masque. Il y en a, le matin, quand ils sortent de chez eux, ils mettent le masque dans la poche, le lendemain, ils ressortent le même masque, ils le mettent dans la poche, jamais porté en journée. Vous savez, nous avons l'ingénierie de toujours imiter les autres, de ne jamais être nous-mêmes. Et cela nous rattrape toujours parce que, comme nous sommes en train d'imiter les autres, on n'adhère jamais aux solutions qu'on propose nous-mêmes. Quand un ministre des Transports recommande le port de masque pour combattre la Covid dans le transport, alors qu'il devrait réguler les transports en exigeant que le nombre de places soit respecté. Et quand je sais que pour partir de Yaoundé à Nyanon, où je vais régulièrement, c'est à une 80aine de kilomètres de Yaoundé, pour traverser 7 contrôles. Et à chaque contrôle, le chauffeur dépose 1000 francs. Et il vous dit, je ne peux pas ne pas vous surcharger, parce que quand je dépose 1000 francs, je paie le carburant avec l'état de la route, je ne peux pas rentrer dans mes frais. Je suis obligé donc de vous surcharger.
Et vous voulez voyager et vous êtes obligé d'être surchargé. Qu'est-ce que vous demandez à celui-là qui veut voyager et qui, à cause des contrôles, est obligé d'accepter d'être surchargé? Non. Je crois que nous devons puiser dans nos véritables ressources. Tant que les Camerounais n'ont pas valorisé ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, il leur sera difficile d'être efficaces. La Covid est combattue efficacement par des traitements locaux. Et les Camerounais estiment que tant que nous n'avons pas encore fait assez de publicité sur nos traitements, nous sommes dans un business. Et que c'est un business qui donne beaucoup d'argent. C'est pour cela que nous voulons vendre les produits d'ailleurs. Parce que ça donne beaucoup d'argent. Parce que nous sommes payés. Parce que. Donc je veux dire, essayons, en intégrant ce qui nous vient de l'extérieur, valoriser d'abord ce que nous avons. Merci Benjamin. On va aller avec le concours de la régie, dans la région du littoral, une fois de plus. Alors retrouver Stéphane Zesse pour sa réaction sur la présente thématique. Bonsoir à nouveau Stéphane et bienvenue à Yaoundé. Bonsoir Serge Bondy, merci donc de nous donner de partager votre plateau. Ça a été un plaisir pour moi de revoir vieux camarade, Monsieur Atana, qui est votre panéliste ce soir. À le voir et à l'écouter, cela a simplement ravivé en moi quelques souvenirs. Je ne sais pas si on va dire de notre tendre jeunesse, mais toujours est-il que c'est toujours un plaisir de revoir vieux camarades, échanger, se retrouver dans des cadres comme celui-ci. Alors, des cadres comme ceci. Alors, nous parlions du Covid-19. C'est bien de cela, Serge Bondy. Cette plénière, alors, de cette réunion spéciale, appelons-la ainsi, tenons cette réunion dans ce sens, tenue par les parlementaires camerounais qui voulaient réfléchir davantage sur les méthodes à mettre en place. On s'est rendu compte que les mesures barrières ne sont toujours pas véritablement respectées, mais allons sur la voie publique, comment ça se passe, on s'interroge et derrière cela on a mis à contribution les autorités administratives locales, c'est-à-dire que lorsque la nationale traverse votre localité, vous soyez sous-préfet, préfet, vous êtes tenu de faire respecter ces mesures barrières, peut-être en mettant sur pied des campagnes de sensibilisation, en descendant même sur le terrain. On retrouve le sous-préfet en train de vérifier à gauche, à droite, surtout voir les cars de transport en commun qui circulent sans que les personnes qui s'y trouvent n'abordent pas leur masque. Également, ce qui sera une galvanisation davantage pour les policiers et même les gendarmes qui sont sur la voie publique de mener davantage des contrôles sévères et sérieux. C'est un vœu pieux, c'est bien. Lorsque nous voyons nos parlementaires s'activer comme cela, c'est bien, il faut les féliciter, il faut les encourager, même si on sait que ça ne va aboutir à pas grand-chose et que ça ne va servir à pratiquement rien. Pourquoi je dis cela? Parce que je ne sais pas si lorsqu'ils sont en train de mettre en place ces mesures-là, ils savent qu'il y a des axes ici au Cameroun où il n'y a pas de goudron, des axes routiers qui ne sont pas goudronnés. Je ne sais pas comment ils vont faire pour ceux qui quittent de Kribi pour le Boloba et qui sont obligés de charger dans les OPEP. Parce que je ne sais pas comment ça va se gérer de ce côté-là. Déjà que très rarement il y a des gendarmes sur ces axes routiers-là qui ne sont pas goudronnés. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire dans les villages où les uns et les autres sont obligés de charger des gens 15, 10, 15 parfois dans un même véhicule pour les emmener d'un point à un autre. Ces villages reculés du Cameroun où on n'a pas la possibilité de voir des véhicules régulièrement et pour écouler soit des marchandises ou alors transporter des personnes, on est obligé de se débrouiller. Donc je ne sais pas vraiment si les mesures que nos acteurs de l'Assemblée nationale ou même du gouvernement sont en train d'imaginer là est vraiment réaliste. Parce que tout devrait s'inscrire dans un schéma global.
où si on veut protéger les gens, qu'on les protège vraiment. Et non pas qu'on protège de manière, je ne veux pas dire hasardeuse, de manière circonscrite des personnes dans un certain point, et on oublie d'autres Camerounais, parce que tel que c'est parti, j'ai le sentiment qu'on ne pense qu'aux Camerounais de Yaoundé, à certains Camerounais de Douala, ou alors à certains Camerounais de Bafoussam, je ne sais pas trop. Est-ce que vous savez comment est-ce que les gens font, Serge Bondier, pour aller à Manoka, en partant de Douala ici? Je ne sais pas si leur mécanisme respecte également les prises de pirogue, parce que ce n'est que par la pirogue qu'on arrive à Manoka, et dans les autres villages qui sont tout autour, parce que Manoka n'est pas seul, il y a beaucoup d'autres villages là tout autour, où on n'arrive que par pirogue. Je ne sais pas si ces gens-là pensent à ceux qui sont obligés d'utiliser des bacs pour arriver dans leur localité, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de pont, etc. Donc, je voudrais simplement décrire cet autre aspect-là pour rappeler à nos dirigeants qu'il ne faut pas être manichéen lorsqu'il s'agit de réfléchir à des solutions pérennes, pas avoir des solutions pour sauver les Camerounais. Il ne faudrait pas sélectionner par les techniques qu'on utilise ceux des Camerounais qu'on voudrait épargner, qu'on voudrait sauver dans ces situations-là. Encore que l'un de vos panélistes, je crois bien M. Boum, le soulignait tout à l'heure, lorsque vous demandez à des hommes de respecter un certain nombre de mesures, quels sont les moyens d'accompagnement que vous apportez pour leur permettre justement de respecter ces mesures? Vous demandez aux transporteurs de porter un certain nombre de personnes et de ne pas aller au-delà du nombre que vous estimez juste pour éviter que les gens se contaminent. Mais quels sont les moyens d'accompagnement? Qu'est-ce que vous donnez en contrepartie, vous aussi, pour que ces transporteurs-là, qui vont certainement perdre sur leur chiffre d'affaires, puissent avoir de la compensation derrière? Parce que ce sont des familles, ce sont des gens qui vivent de ce transport-là. Je ne voudrais pas simplement décourager ces acteurs du gouvernement-là, parce que, bon, déjà, comment pouvoir les décourager? Il y a beaucoup d'argent qui vont circuler tout autour. Ils ont suffisamment de motivation pour assister, alors tenir leurs réunions, leurs différentes rencontres, même si à la fin, d'un point de vue pratique, cela ne servira pas à grand-chose. Ils ont suffisamment de motivation, eux, pour faire leurs réunions. Donc, je voudrais rappeler aux Camerounais, parce que moi, je pense que c'est à leur niveau davantage que la prise de conscience est plus importante. Je vais rappeler aux Camerounais que... Je vais vous redonner la parole, Stéphane, parce que nous abordons la troisième thématique au vu du timing qui nous est imparti. On reviendra avec nos invités, mais vous restez en ligne. On aborde la dernière thématique de cette tranche d'antenne. Parlons de ces batailles politiciennes au sein des formations. Je vous redonne la parole pour le cas de Social Democratic Front, avec en interne 2 députés qui se battent, peut-être pour le fauteuil des leaders. Le Tiemani John Fundi ne s'est véritablement pas encore prononcé sur qui pourrait éventuellement prendre sa place, il faut le dire, il faut passer par des méthodes citoyennes. Il n'y a pas une élection au sein Social Democratic Front, mais on sait tout de même que le NEC pour le littoral, donc cette réunion du comité exécutif de la région du littoral qui s'est tenue le dimanche dernier, présidée par Jean-Michel Nithieu, en l'absence de Joshua Aussi, a exclu littéralement Joshua Aussi de la région du littoral, ce qui concerne le Social Democratic Front. Comment cette bataille est-elle perçue entre ces 2 députés dans la région du littoral? À toi là. Michel Nithieu et l'honorable Joshua Aussi Nabangé, c'est une bataille d'il y a très longtemps entre ces 2 hommes au niveau du littoral. Joshua Aussi qui jouit de son aura en tant que premier vice-président du Social Democratic Front, et du fait de cette aura-là qui a une dimension nationale, parce que Joshua Aussi est au-delà de la région du littoral simplement. Donc, Jean-Michel Nithieu, il saisit simplement je ne sais pas si on peut appeler cela perche, mais il saisit simplement l'occasion, l'opportunité de ce rappel à l'ordre qui a été fait à l'endroit de Joshua Aussi à l'occasion du dernier NEC qui s'est tenu en présence du chairman, où il avait signé une pétition avec
des membres du RDPC, des députés du RDPC adressés je crois bien aux élus américains au sujet de la crise anglophone. Mais bon, fondamentalement, il faut dire que le successeur du chairman jusqu'ici est connu. Celui qui dirige le parti à proprement parler au jour d'aujourd'hui, c'est Joshua aussi. C'est lui qui prend les décisions les plus importantes après le chairman dans le SDF. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu la constitution du SDF, ils savent très bien que les décisions prises par le NEC du littoral sont nulles et de nul effet, tout simplement parce que pour prendre une décision comme ce que le littoral a eu à prendre dimanche dernier, il y a un certain nombre de procédures, des procédures qui passent d'abord par le préalable qu'est le conseil de discipline. Lorsque vous voulez appliquer le 8-2 à une personnalité politique ou alors à une personne de votre parti, comme c'est le cas au SDF, il faut passer par un certain nombre de process et le littoral n'a pas sacrifié à toutes ces procédures-là, ce qui disqualifie cette réunion-là ou alors ce mec à pouvoir prendre ce type de décision. Et deuxièmement, pour le premier vice-président du parti, ce n'est pas au NEC du littoral de siéger pour prendre une telle décision qui a une aussi grande incidence politique, parce que cela trahit simplement ce sentiment, je ne saurais le qualifier, qui anime le patron politique du SDF dans le littoral, Jean-Michel Mithieu, à l'égard de son vis-à-vis politique au niveau du littoral et de son patron politique pour ce qui est du parti au niveau national, Joshua aussi. Donc, c'est une décision qui est véritablement inapplicable dans les faits. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, Joshua aussi reste non seulement membre du SDF dans le littoral, mais en plus de ce qu'il est député du Voulé Centre et de Manoka, il reste le premier vice-président de ce parti politique-là. Maintenant, pour ce qui est des faits qui lui sont reprochés, ça, on peut en discuter, et je crois que cela a été largement discuté au cours des différents NEC, que ce soit cette signature qu'il a eu à faire dans le cadre de cette pétition, que cela entre naturellement dans le cadre de la collaboration qu'ils ont régulièrement eu avec d'autres partis politiques, notamment le RDPC. Vous êtes sans ignorer que Grégoire Ona a régulièrement participé à certaines activités du SDF, que ce soit Bamenda ou à Yaoundé. Cela entre dans le cadre de la collaboration que le SDF a bien voulu avec certains autres partis politiques, dont le RDPC. Donc, je voudrais m'arrêter là simplement pour dire que la décision prise par Jean-Michel Mithieu, fondamentalement, n'aura pas d'effet dans la constitution du SDF actuel. Joshua aussi reste en fonction et je crois que c'est lui qui est le dauphin du chairman, tel que tout le monde le sait. Ouais, merci, c'est noté Stéphane, merci pour cette contribution depuis la région du littoral à Douala. Je reviens à vous, hein, Benjamin Boumsur, pas forcément, on peut aussi parler du PCN, hein, ce qui a fait l'objet d'une rencontre la semaine dernière pour rétablir l'ordre et l'équilibre au sein de votre formation politique, lorsqu'on sait encore que le maire des ECA était en difficulté par les autres militants de votre formation politique. Il a fallu l'intervention de l'autorité administrative pour demander de surseoir à cette réunion extraordinaire convoquée par quelques militants de cette formation politique en vue pour certains observateurs de descendre, comme on le dit souvent, le maire qui est en place et le voir remplacé par un autre parce qu'il a des méthodes qui sont assez carrées, des méthodes qui n'acceptent pas la corruption, encore moins peut-être vivre ou alors évoluer dans une certaine logique qui a toujours été celle d'une proximité inavouée, hein, avec les raisons qui amènent le PCN à gérer cette commune, c'est-à-dire rester dans la légalité. D'aucuns pensent qu'il faut gérer comme par le passé, gérer comme dans la formation politique, alors qu'il y a une éthique à mettre en place. Il est venu un peu dans l'intention d'assainir et de ne pas laisser passer ce qui ne devrait pas l'être. Donc, le temps des changements à Ezeka était celui qui passait par ce maire. Je voudrais en une ligne ou en deux phrases, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Question pour nous de mettre au parfum les téléspectateurs de CAM10 TV. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été trouvé comme résolution? Comment ces conseillers municipaux
ont été appelés à travailler pour l'avenir? Déjà, c'est que ce qui est dit n'est pas réel. Le maire n'est pas venu au sein de son conseil imposer des méthodes qui n'étaient pas celles du conseil. Ce n'est pas vrai. Le PCRN est une équipe et qui a une vision. Et tous les conseillers municipaux des ECA travaillent dans la même vision. Mais nous ne pouvons pas nier qu'il n'y a pas eu un problème de management, de mésentente entre les hommes sur les méthodes de travail. Et jamais le maire n'a été mis en minorité, jamais le maire n'a été proche d'être débarqué. Il y a eu des conseillers qui ont rédigé une pétition, certes, et ils étaient largement en minorité, donc ne pouvaient pas convoquer un conseil municipal, bien qu'ils aient été auprès de l'autorité administrative. Et justement, l'autorité leur a rappelé que ce n'était pas possible qu'ils convoquent un conseil municipal extraordinaire. Le parti s'y est rendu et les résolutions sont claires. Il faut collaborer. Que ce soit le maire ou le premier adjoint ou les autres, il faut collaborer. Tous veulent le bien du parti, tous veulent le bien des ECA, mais ils ont des approches différentes. Vous savez, je ne vous cache pas que le maire vient des États-Unis. Pour lui, c'est un PDG. Il faut des résultats, il faut des résultats, il faut des résultats. Il a une autre dimension de ce que peut être une mairie. Voilà, et oubliant qu'on est dans un pays où c'est difficile pour les populations de survivre au quotidien. Oubliant qu'il faut de la pédagogie. Parce qu'un homme politique aussi, c'est de la pédagogie. L'action sur le terrain. L'action sur le terrain. Parce que les populations qui ont eu l'occasion de les lire hier à travers ces conseillers municipaux, il faut bel et bien que ces populations retrouvent cette confiance en lui. Monsieur Bondé, quand vous venez casser la boutique de quelqu'un, il ne comprendra jamais que 6 mois plus tard, vous viendrez y mettre la route. Et qu'il sera content que la partie de sa boutique qui est restée est mieux alimentée. Le jour où vous venez casser l'aile de sa boutique, il vous fera la guerre. Et c'est donc de cette pédagogie dont on parle. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, il faut que... Et le tout n'est pas de casser, mais de proposer quelque chose d'autre. Il faut qu'a priori, les gens adhèrent, qu'ils voient exactement où on va et qu'ils adhèrent. Et il y a eu ce manque de collaboration. Et nous croyons qu'aujourd'hui, les problèmes des ECA sont derrière nous et nous avançons. En tout cas, c'est notre souhait que le PCN se repositionne parce que de telles batailles ont même d'ailleurs semblé naître dans le septentrion du Cameroun. Vous contrôlez aussi une mairie, peut-être une ou deux mairies, je ne sais pas exactement. Non, c'est dans le littoral. Ah, uniquement dans le littoral. Nous avons 2 mairies. Dans le septentrion, le RDPC nous a arraché une mairie. Et dans l'Ombam, le RDPC nous a arraché une mairie ailleurs. C'est bon à savoir. Merci. Également, docteur Emmanuel Désiré à Tangana, on va peut-être faire une ouverture sur une question d'actualité. C'est dommage que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne soit pas représenté ce soir. On ne va pas s'arrêter sur cette formation politique, mais sur une question générale. On sait que ça boue, parlant du professeur Messanga Nyamding, qui a été affecté ces derniers temps pour ses positions. On l'a également écouté dans des amphis, avec un discours qui n'est pas citoyen et qui n'est pas celui qu'il faut diffuser aux jeunes étudiants qui sont en classe. Est-ce qu'on peut avoir en termes de référence ou alors en termes d'éléments concrets, clairs, citoyens pour renforcer disons, la compréhension des téléspectateurs de Camdis TV ce soir? Le professeur qui a été affecté dans le septentrion, précisément en Gaoundéré, une annexe de Garoua qui se trouve en Gaoundéré là-bas. Est-ce que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a procédé à cette affectation, véritablement il est dans son rôle, mais est-ce qu'il a le droit de le faire? Parce que c'est ce qu'on dit au quartier, que peut-être il ne devait pas le faire parce qu'il y a des visées politiques derrière. Est-il dans son rôle régalien, au-delà de toutes les visées politiques que cela incombe? Est-ce que cela pose également un vide à l'Université de Yaoundé 2? Est-ce qu'on est dans la continuité de l'administration en trouvant un autre responsable, un autre chef de département du côté de l'IRIC concernant la coopération? J'aurais voulu, M. Saïbondé, éviter bien évidemment nous vous comprenons, rassurez-vous, de prendre une position face à cette question qui, à notre sens, génère une polémique qui n'a même pas à la réalité sa raison d'être. Il y a un principe, il y a une exception et il y a un contexte. Le principe universellement reconnu, c'est que ce sont les universités
qui recrute les enseignants. Je dis bien universellement reconnus. Ce qui voudrait donc dire que lorsque vous êtes recruté dans une université, vous devrez faire carrière dans cette université et terminer votre parcours universitaire dans cette université. Mais dans le cas d'espèce au Cameroun, ce n'est pas le cas, parce que celui qui joue le rôle de chancelier des ordres académiques n'est autre que le ministre de l'enseignement supérieur. Et comme vous l'aurez compris, donc, le Cameroun donc, a une particularité, c'est qu'il peut mettre, il faut bien comprendre la nuance, à la disposition d'une institution universitaire, non pas une affectation, à la disposition d'une institution universitaire, justement, un enseignant, qui soit de rang magistral ou non. Rappelez-vous la polémique du professeur Maurice Kamto en 1998, qui justement avait refusé, qui avait après justement l'État du Cameroun du fait de sa disposition de l'université Yaoundé 2 pour l'université de Maroua. Et ça avait fait, jusqu'à date, ça a fait jaser justement parce qu'il estimait à cette période-là que c'était l'université Yaoundé 2 qu'il avait justement recruté et qu'il était incongru pour qu'il soit justement affecté du côté de l'université de Garoua. Et vous aurez compris donc la subtilité dans l'approche du ministre de l'enseignement supérieur qui a évité justement de parler d'affectation, mais qui a plutôt parlé de mise à la disposition de l'université de Ngaoundé. Il avait tout son dossier transféré. Le professeur Moussara Yamding, pourquoi? Parce que justement, le professeur Moussara Yamding, concrètement à ce que j'ai entendu, n'est pas professeur titulaire. J'évite d'entrer dans les cas de personnes, parce que seul, en droit camerounais, le professeur titulaire doit terminer sa carrière à l'université où il a eu sa titularisation, c'est-à-dire aller à la retraite. Je prends un cas qu'on maîtrise davantage, sur le cas du professeur Magloire Ondoa par exemple, qui a été titularisé à l'université Yaoundé 2 Soir. Pour que Magloire Ondoa puisse partir de l'université Yaoundé 2 Soir, il a fallu qu'il soit nommé recteur de Douala, parce qu'il est titularisé à Yaoundé 2 Soir. Il y en a plusieurs qu'on peut citer. Le professeur André Akamakam, qui est justement qui est doyen de la faculté juridique et politique de l'université de Yaoundé de Douala, qui a également été titularisé à Yaoundé 2 Soir, qui, pour partir à Yaoundé 2 Soir, a été justement nommé doyen. À mon sens, nous pensons qu'il ne faudrait pas tellement en faire justement un problème d'État. Surtout que l'administration camerounaise a ceci de particulier, c'est qu'elle a l'obligation de protéger d'abord ses collaborateurs. Vous êtes sans ignorer que le professeur Massanga Yamding lui-même, de sa propre bouche, dans une chaîne concurrente, vous a fait savoir, nous a fait savoir qu'il était menacé et que par la suite il a été reçu au CED. Or, ceux qui parlent d'affectation disciplinaire oublient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une convocation disciplinaire, encore moins pas sa hiérarchie, c'est-à-dire au sens académique du terme, c'est-à-dire encore moins par le directeur lyrique, encore moins par le directeur de l'université de Yaoundé de Soir, encore moins même par le ministre de l'enseignement supérieur, mais que le ministre de l'enseignement supérieur peut justement, au regard des allégations du professeur Massanga Yamding qui allègue qu'il est menacé, il voudrait rétablir un certain équilibre. Non, pas forcément établir l'équilibre, mais le protéger. L'équilibre qu'il voudrait rétablir, le mettre. Le Cameroun serait plus en sécurité. Oui, je le dis, parce qu'au moins nous sommes au Cameroun. Et que étant éloigné de ceux-là qui s'opposent à ces positions, à mon visio, aurait quand même du mal. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que. Aurait quand même, j'ai parlé au conditionnel là. Aurait quand même du mal, à l'atteindre. Je dis ceci. Oui. Lorsque le professeur Massanga Yamding a été mis à la disposition de l'université de Ngaoundéré, en aucun cas on n'a parlé de sanction disciplinaire. Je répète que le professeur Massanga Yamding est maître de conférence. Et je suis d'accord qu'à la réalité, on voudrait qu'un enseignant des universités puisse faire carrière dans l'institution universitaire où il a été recruté. C'est le principe. Mais l'exception voudrait
que le ministère de l'enseignement supérieur, je n'ai pas parlé du ministre, le ministère de l'enseignement supérieur puisse mettre à disposition de l'impécran, c'est-à-dire du maître de conférence ou du chargé de cours assistant, qu'on le mette à disposition d'une autre institution universitaire. Maintenant, l'autre question, docteur, maintenant, c'est en quelques minutes pour sortir. Hein, quelle est la suite des événements? La suite, c'est que le professeur... Il peut ne pas y aller, il est contraint d'y aller. Non, s'il n'y va pas, il va se rattraper par son discours politique. C'est-à-dire, celui-là qui a remis en cause le professeur Maurice Kamto, qui a fait ressortir le discours du professeur Maurice Kamto en 1999, lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas aller donner cours au Nord, on va retrouver ce monsieur Sangam en train de dire qu'il ne voulait pas se retrouver en Gaoundéré. Donc, à mon sens, l'homme politique, en fait, l'homme de science est rattrapé par son discours politique. Si j'ai un conseil à donner à cet aîné, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est qu'il aille du côté de Gaoundéré, on ne sait jamais. Peut-être qu'il est préparé pour une brillante carrière. Il l'a fait, il était à Yaoundé 2, comme il a été recruté à Yaoundé 2 soir, dans une université comme chargé de cours. Il est devenu maître de conférence. Par la suite, il est passé chef de département de la coopération, parce qu'il avait déjà la casquette de maître de conférence. Aujourd'hui, il est mis à la disposition avec tout son dossier, parce que c'était clair. Hein. Il est mis à la disposition de l'université de Ngaoundéré en tant que chef, en tant que maître de conférence. Il faut le souligner. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller en deçà de ça. Il va bien évidemment donner ses cours en tant qu'enseignant des universités. Et pourquoi ne pas attendre une nomination? Peut-être comme recteur, pourquoi pas comme doyen? Donc, il doit tout simplement... Il faut noter, le principe de gloire, c'est que le grade appartient à l'individu et la fonction appartient bien évidemment à l'État. Donc, laissons la possibilité à l'État de donner, de reconnaître les valeurs du professeur Moussanga Mnending, et peut-être en retrait des plateaux, et qui puisse tout simplement... Justement, je prends sur votre dernière intervention, après mettant... Il a fini par lâcher le mot de réagir. Est-ce que cette affectation... elle n'est pas disciplinaire, parce que... cette mise à disposition, hein, du professeur Nyamding, est-ce que cela ne vient pas apporter un certain soulagement, entre guillemets? Parce qu'on sait que, surtout le plateau de télévision, il avait pour principal leitmotiv d'indexer, même si on ne peut pas vérifier tout ce qu'il disait, de démontrer que le régime de Yaoundé fonctionnait mal, qu'il y avait des manquements tout autour du chef de l'État et que les collaborateurs ne disaient toujours pas la vérité au président de la République. Est-ce que cette mise à l'écart, entre guillemets, qu'il amène dans le septentrion du Cameroun ne vient pas remettre devant de la scène des batailles politiques intestines et mais surtout l'éloigner des plateaux de télévision pour qu'il n'ait plus l'occasion de dire tout sauf rien? Je voudrais d'abord dire que l'université est un milieu de liberté. On ne peut pas museler un universitaire. Ça, c'est impensable. C'est la voie du non-développement. Nous ne pouvons pas cautionner qu'un universitaire soit muselé. Nous voulons d'abord marteler cela. Et nous ne pensons pas que le professeur Moussanga Nyamding ait demandé au ministre de le mettre à la disposition d'une autre université. Je ne vous coupe pas, mais son discours, celui qu'on a entendu ces derniers temps, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'ils le disent, qu'il traite de tous les noms d'oiseaux, les autorités administratives. Il a dit qu'il est menacé. Également, c'est le plus important. Avant la menace, hein, parce que les batailles partent des partis politiques avant d'arriver de toucher le cercle administratif. Est-ce que dans le fond de la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a eu l'occasion de dire des choses incroyables qu'on ne va pas répéter, c'est inacceptable dans un amphi devant de jeunes étudiants? Est-ce que ça ne colle pas à son départ? Parce qu'on sait ce de quoi il a traité. Est-ce que ça a à son cours? Nous continuons de dire que l'université est un lieu de liberté. C'est de la contradiction que naît le progrès. On ne peut pas museler un professeur d'université. Si on estime qu'il a outrepassé les limites de la pensée, on le convoque et il a des maîtres qui peuvent le recadrer. On ne l'a pas fait. La deuxième chose, c'est que nous ne pensons pas, moi je ne pense pas que le professeur Moussanga ait demandé une certaine protection à son ministre. La troisième chose que je ne comprends pas, le fait qu'il y ait 6 universités publiques, qu'il y ait un chancelier, c'est déjà une grosse tricherie, qu'il y ait un chancelier pour les 6 universités publiques, on dirait désormais qu'il y a en réalité une seule université, parce que vous pouvez passer d'une à l'autre. Donc je viens d'apprendre ce soir que le Cameroun a une seule université, puisqu'elle a un seul chancelier. Donc
on nous a trompés depuis longtemps. Et d'abord, d'ailleurs, je comprends pourquoi Yaoundé a les sciences d'un côté et le droit de l'autre. Donc en réalité, nous sommes dans une seule université et on nous a inventé 6 universités. Non, nous pensons que définitivement, le Cameroun doit sortir de la tricherie pour avancer. Le professeur Mbessanga doit aller au nord. Et fait son travail. Parce que ceux du Nord sont des Camerounais qui ont droit à l'expertise. Et je sors par là. Merci. Malheureusement, le temps est parti. Je suis désolé, docteur, on ne va pas pouvoir achever. S'il vous plaît. Le temps est parti à l'émission, c'est achevé. Je vous dis, si le régime en place pensait que le professeur Mbessanga Yamding était une menace, il n'aurait pas envoyé M. Merci, c'est noté. Là où merci d'avoir suivi. On se retrouve demain avec d'autres invités. Forcément, on reparlera des 36 ans du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en tout cas? Élément de réponse au cours de l'émission de demain. Bonsoir à tous.